Païta, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Merci. Alors je rappelle que vous êtes médecin généraliste, que vous êtes phytothérapeute et que vous vous intéressez aux différentes formes de médecine qui existent dans ce monde. Tout à fait. Et c'est à ce titre que vous êtes à ce micro pour nous éclairer justement sur ces médecines différentes qu'on peut appeler alternatives aussi, je crois. Oui, complémentaires, alternatifs, suivant où on les positionne dans D'accord. notre... voilà. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, celle-ci, on en entend souvent parler. De quoi il s'agit quand on parle de médecine traditionnelle chinoise? Alors, effectivement, on parle de médecine traditionnelle chinoise, donc d'une médecine qui, en Chine, n'est pas traditionnelle, mais est la médecine. Donc, c'est la médecine chinoise qui, pour eux, n'est pas une médecine alternative et qui est pratiquée largement, en tout cas, en parallèle aussi de la médecine occidentale. Alors, la médecine chinoise, c'est vraiment, j'allais dire, mais c'est tout un monde, c'est un pavé, ça suit l'histoire chinoise. C'est fondé notamment sur un des livres, si vous commencez à vous intéresser, qui s'appelle le classique de médecine interne de l'empereur jaune, qui est un discours, un échange entre l'empereur et un médecin et sur des principes fondateurs de cette médecine, et donc qui s'est fondé au fur et à mesure. Voilà. Et si on devait, c'est très très complexe, c'est tout un monde, mais si on devait retenir trois principes fondamentaux. Il y a les principes du yin et yang. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, on peut aller là-dessus. Oui. Alors, premièrement, yin et yang, en fait, c'est tout d'abord quelque chose qui est basé sur l'observation de la nature. On a en tête ce sigle avec le taoïsme, etc. Mais en premier lieu, c'est l'observation de la nature. Avec, par exemple, le soleil qui se lève, il fait nuit. Et avec le soleil, quand il fait nuit, on va être plutôt en yin. Et quand le soleil est à son zénith, on est en plein yang, mais entre les deux, il y a une transition qui va se faire de l'un à l'autre, et c'est sur l'observation des phénomènes de la nature, de l'organisme, de toutes les transitions, de tous les systèmes, entre le chaud, le froid, le sec, l'humide, le haut, le bas, le devant, derrière, etc. Et c'est donc d'essayer de voir la vie comme un mouvement, pas comme un état, mais vraiment comme un mouvement à tous les niveaux, où l'organisme, et ça va s'appliquer aussi à l'organisme ensuite. Alors donc, ça s'applique de quelle manière à l'organisme? Alors, dans l'observation, en fait, c'est que, par exemple, lorsqu'il va y avoir quelqu'un qui transpire trop, qui a trop chaud, qui a trop froid, un organe qui va trop produire ou pas assez produire, en fait... Là, en quelques minutes, c'est compliqué à dire, mais effectivement, dans la circulation on va dire de l'énergie de vie, les Chinois en fait décrivent effectivement cette énergie qui remonte de l'avant du corps, qui repart vers l'arrière, et de la profondeur vers la superficie. En fait, donc c'est tout un mouvement qui va accompagner les organes et qui va suivre les saisons, qui va suivre le jour, la nuit, qui va suivre des cycles, etc. Et donc c'est tout un mouvement perpétuel qui ne doit pas être arrêté. Et c'est quand ça se freine que ça va moins bien, quoi, en fait. Et puis alors, donc, il y a un autre principe aussi, c'est les 5 éléments. Voilà, tout à fait. C'est quoi les 5 éléments? Alors, les 5 éléments, on les appelle 5 éléments, les 5 mouvements. Et alors, 5 éléments dans le sens de 5 substances, le métal, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et en fait, là, l'idée, effectivement, c'est de voir ces 5 éléments comme constitutifs de la nature, mais pas comme nous, on imaginerait une matière brute. Enfin, si je vous dis du métal, vous pensez à du métal. Mais là, ils vont y voir d'autres propriétés derrière, des propriétés qu'on va retrouver dans la nature, mais qu'on va aussi retrouver dans le corps humain. Et également, ces différents éléments vont s'enchaîner les uns avec les autres pour voir tous les phénomènes cycliques dans le corps, comme l'enchaînement aussi des saisons, en fait, comme si à chaque saison, un organe prend une place, et donc à chaque organe est rapporté à un élément, etc. Et c'est toujours cette idée de mouvement et puis d'enchaînement d'un organe à un autre, d'un élément à un autre, effectivement, qui vont être constitutionnels du mouvement de vie, quoi, en fait. Alors donc, il y a d'autres principes. Il y en a un autre dont on entend parler parfois, c'est le qi. Oui, tout à fait. Alors, le qi, qui est, on va dire, on pourrait traduire par énergie, mais le problème, c'est ce terme énergie, des fois, on ne sait plus quoi mettre derrière. Oui. Et dans la pensée chinoise, le qi, ça va être la forme, on va dire, de l'énergie, de la forme la plus diluée, la plus éthérée, entre guillemets, comme serait l'air ou le vent, ou encore dans l'espace, en fait, enfin quelque chose qui est vraiment très, très dilué, entre guillemets, jusqu'à la terre sur laquelle on marche, en fait. Et l'idée, c'est comme un souffle de vie qui traverse toute chose et qui va se concrétiser sous différentes formes, que ce soit la forme la plus dure comme de la terre ou de la pierre, une forme un peu moins dure comme un organe, un peu encore moins dure comme le sang, encore un peu moins dure comme le souffle que l'on respire,
comme l'air qu'on respire. Et à tous les niveaux, l'idée, c'est que l'organisme est traversé de cette énergie qui va se concrétiser de plein de formes différentes, en fait. Et alors, donc, comment est-ce que ça fonctionne, la médecine chinoise? Comment est-ce qu'elle pose un diagnostic? Comment est-ce qu'elle propose un traitement aussi? Ouais. Comment ça fonctionne? Alors, en tout cas, dire comment ça fonctionne, le peu que j'ai étudié, ça, c'est d'une complexité faramineuse. C'est vraiment, c'est vraiment tout un monde. Mais en tout cas, effectivement, on retrouve des choses avec, pour un médecin occidental, on va retrouver par exemple toute l'importance de l'observation. Ils sont très très observateurs sur la couleur de la peau, la couleur l'état des dents, la langue. La langue, il y a une sémiologie de la langue qui est très très développée en fonction de comment l'état de la langue est sèche, craquelée, etc., qui va donner des informations sur l'organisme. Le pouls aussi, de palper le pouls. Donc là, de l'observation, je passe à la palpation, donc palper les différents organes, les membres, l'abdomen, etc. Également, et je parlais du pouls, parce qu'au niveau du pouls chinois, ils prennent pas le pouls comme nous en Occident. Ah bon, ils le prennent comment alors? Alors en fait, avec 3 doigts sur 3 points qui correspondent à des points d'acupuncture. D'accord. Et ils en tirent, mais des diagnostics, c'est assez bluffant. C'est vraiment décoiffant pour un médecin occidental. Il tire des informations assez déroutantes. Oui. Et donc de ça, ils posent leur diagnostic. Et après, donc l'interrogatoire, bien sûr, aussi. Et puis après, bon, ils rajoutent l'ouïe et l'odorat dans le sens que un corps, un ventre qui gargouille, ou bien à l'odorat, une haleine qui est chargée, ou une transpiration qui est particulière ou quoi. Enfin, de tout ça, ça va déterminer un terrain et à partir duquel ils vont effectivement proposer un traitement, quoi, en fait. Alors, on ne va pas s'étendre sur les types de traitements parce que je crois que là aussi, ça c'est complexe. En quelques mots, ça peut être quand même relativement simple. Je veux dire, il y a des plantes, la diététique, certains types de massages et aussi la gymnastique, le Qigong ou Tai Chi, qui sont des gymnastiques vraiment du mouvement, de la circulation, etc. Voilà. Donc ça rejoint en quelque sorte l'Ayurveda? Sur certains points, oui. Après, sur la réflexion de la constitution du corps, l'Ayurveda est dans l'idée qu'il y a 7 corps qui composent notre organisme, ce que ne pense pas la médecine traditionnelle chinoise. Sur même la vision d'énergétique et d'énergie, j'ai pu discuter avec des praticiens et effectivement, certains sont assez terre à terre et puis d'autres font des ponts avec l'Ayurveda, mais bon, ça c'est d'un praticien à l'autre, quoi. Et alors vous, en tant que médecin et chrétien, oui. Quel regard vous posez sur la médecine traditionnelle chinoise? Pour moi, la médecine traditionnelle chinoise, c'est encore l'objet d'une réflexion. Je trouve que c'est vraiment une médecine qui est très très belle, aussi très intégrative dans le sens où elle va considérer l'organisme dans un terrain, dans le côté physique, le côté vraiment de santé, de prévention, des cycles, des saisons, etc. Très individualisé. Après, il y a toute la question effectivement de cette énergie qui circule, notamment au niveau des méridiens, et qui est pour moi encore source de mystère, mais il y a des équipes universitaires, notamment à Bordeaux, qui ont commencé à publier des choses dessus, aussi où on parle de système vasculaire primaire. En fait, il y a des choses qui se développent en recherche pour essayer de trouver un substrat anatomique à tout ça, en fait. Merci beaucoup, Dr Franck Païta, d'être venu une fois de plus à ce micro de Sentez-vous bien pour nous parler de médecine. Et aujourd'hui, il s'agissait de la médecine traditionnelle chinoise. Lors d'une prochaine émission, eh bien, vous nous parlerez d'acupuncture. Tout à fait. Et là, c'est encore un autre sujet, mais qui va avec la médecine traditionnelle chinoise. Exactement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.